Retrouvez Bismart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Smartech, un Smartech spécial aujourd'hui puisque nous sommes sur la REF délocalisée. Vous allez découvrir toute une série d'interviews, notamment une interview assez exceptionnelle de Julie Huguet qui a fait des annonces importantes ici. On va aussi parler de sécurité industrielle avec Siemens qui était présent, mais également de télécom et de stratégie en Europe et d'Ukraine. Je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, très heureuse d'être avec vous, Jean-Luc Brossard. Vous êtes vice-président de Stellantis, le président du CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles, et puis le coprésident de la commission numérique innovation du MEDEF. J'imagine que vous êtes très satisfait de l'ambiance générale sur cet événement cette année. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de monde. Un événement avec un taux de remplissage et un taux de présence très important. Une diversité des acteurs, une diversité des discours et des discours liés à l'innovation. On a un masterclass sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, par exemple, qui était très intéressante. Donc il y a énormément de choses, beaucoup d'innovants et beaucoup d'entrepreneurs qui sont prêts à se lancer justement pour avoir plus de compétitivité, pour avoir un monde nouveau qui soit un peu plus attrayant, parce qu'on a plutôt des positions actuelles où on est plutôt dans du pessimisme latent, entre guillemets, et il faut se donner une vision, se donner l'avenir, en fait, une vision d'avenir qui soit suffisamment attrayante et suffisamment bonne pour toutes nos entreprises. Oui, c'est ça qu'on aime bien aussi dans l'innovation, c'est que ça ouvre des perspectives. Alors, puisque vous êtes un spécialiste de l'automobile, comment vous voyez les choses pour la mobilité demain, l'automobile et l'innovation? Qu'est-ce que ça peut donner? Parce qu'on parle beaucoup de la fin, d'un changement de paradigme. Vous voyez ça comment? Alors, oui et non. C'est vrai qu'on ne parle plus d'automobile seul, on parle d'automobile et mobilité, mais néanmoins la mobilité individuelle reste quelque chose d'important pour l'ensemble des clients que nous sommes, parce que c'est quelque chose qui nous donne une certaine liberté de mouvement, une certaine capacité en fait d'aller où on veut, quand on veut, comme on veut, et donc c'est important. Alors par contre, l'automobile a subi la plus grande transition et transformation qu'elle n'a subie depuis plus de 30 ans. Une transition qui était d'abord écologique et énergétique, avec en particulier quand on dit qu'on a comme objectif en 2050 d'être net zéro, entre guillemets, en contribution carbone. Ça veut dire qu'il va falloir passer probablement à une forte électrification de la mobilité individuelle, et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément et sur lequel on a déjà investi et sur lequel on continue à investir. Alors, le problème, c'est qu'il faut y aller vite. Le réchauffement climatique, maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui disent que c'est une fake news et qui sont négationnistes. C'est une réalité, on le vit tous les jours. Et donc, il faut réellement diminuer notre production de gaz à effet de serre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on encourage quand même à adopter des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle dans ce secteur? Oui, bien sûr. Vous engagez les industriels à adopter l'IA? L'IA, c'est fondamental sous deux axes. Un, c'est fondamental en termes de compétitivité. Ça peut permettre, en fait, dans des marchés qui ne sont pas saturés, à gagner des parts de marché parce qu'on est plus efficient. Et le deuxième intérêt, sur des marchés saturés, même si on ne gagnera pas plus de parts de marché, ça permet de simplifier des tâches et d'aller beaucoup plus vite sur des tâches simples et de concentrer son énergie sur de la décision et pas sur de la captation. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle est utile dans le monde de l'automobile, elle est utile dans tous les secteurs. Ça peut être dans les secteurs de production. Ça peut être dans les secteurs de conception. On voit que quand on dessine une nouvelle voiture, comme un nouvel avion, on a besoin de conception assistée par ordinateur. Et cette conception assistée, maintenant, avec l'IA, devient fondamentale. On a accès à des pièces, à des dessins, à des Donc ça fait partie des messages, j'imagine, de ce que vous essayez d'évangéliser. Ça fait partie des messages. Et il faut ici, sur la REF. Et sur la REF, ce qui est important, c'est que les entrepreneurs, en fait, aient vraiment envie de se lancer dans l'intelligence artificielle. Si on regarde le taux d'acceptabilité, entre guillemets, aujourd'hui en France, il est quand même plus faible que dans d'autres pays. On parle, les chiffres sont toujours critiquables, mais on disait une trentaine de gens disent prêts à aller vers l'intelligence artificielle dans son entreprise, alors que dans d'autres pays comme aux États-Unis ou en Chine, on parle de 60% en fait. Donc on a un retard d'application, et donc le rôle du MEDEF là, est important dans ce cas-là pour sensibiliser les entrepreneurs à la valeur ajoutée en fait de cette nouvelle technologie, de ces nouvelles technologies,
à les sensibiliser aux risques, parce qu'il y a énormément Aussi. de risques sur la crédibilité et la vérité de l'information, il y a du risque sur la cybersécurité, donc des risques sur la propriété intellectuelle, donc il y a plein de risques, il faut les sensibiliser. Donc on a lancé des formations avec l'Institut Polytechnique de Paris et des choses comme ça pour former les managers en fait, parce que malheureusement, souvent, En fait, il y a deux classes de managers. Il y a des managers qui sont entrepreneurs très jeunes, qui font des startups et autres, et puis il y a des managers vous qui les sont... éveillez au risque, mais aussi pour les engager à une adoption Oui, responsable. et puis on fait parler Et plus d'autres rapide. entreprises parce qu'il y a des expériences positives et que les expériences positives profitent aux autres, entre guillemets. Et donc on a réalisé, je ne sais pas si vous le savez, l'année dernière, le Tour de France de l'intelligence artificielle, où on a fait plus On de en a 30 parlé. points. Voilà. Et même, Et on donc en a dans, parlé. Ouais. dans le Tour de France de l'intelligence artificielle qui s'est terminé au World Summit en février, et donc à Paris c'était le 4 février, le Summit était le 11 février 2025, on a absolument fait une sensibilisation forte. Sur le Merci sujet. beaucoup Jean-Luc Brossard. Merci. Philippe Legrand, c'est un plaisir de vous retrouver sur la REF. Je rappelle que vous êtes le fondateur président de Téléos, qui est un opérateur de services télécom IT pour les entreprises et les collectivités. Vous êtes un petit peu au milieu de vos clients là, ici, Philippe. Absolument. Vous êtes aussi le vice-président de la Fédération Infranum qui représente les infrastructures numériques françaises. À la mi-juillet, vous avez annoncé un projet d'investissement de Téléos pour participer à la reconstruction des infrastructures numériques en Ukraine. Alors, quel est le montant de cet investissement? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif et échéance? Le montant de l'investissement que nous envisageons de réaliser en Ukraine est de 40 millions d'euros. L'objectif, c'est de réussir à boucler le tour de table d'ici la fin de l'année et de lancer les déploiements dès le début de l'année prochaine. Déploiement de quoi? De fibre optique? On déploiera 500 000 prises en fibre optique pour couvrir tout un oblast ukrainien qui est situé à l'ouest de Kiev. Et alors, comment est-ce que vous allez travailler? Parce qu'on est là sur un terrain de guerre. Je ne sais pas, on a une expertise, c'est très certain, en matière d'infrastructure, mais poser des infrastructures comme la fibre optique, c'est quand même pas simple dans un pays en guerre. Comment vous allez procéder? Et bien justement, au Palais Farnèse, à l'ambassade de France à Rome, je signais un Memorandum of Understanding avec un opérateur ukrainien. Et c'est avec cet opérateur que nous allons déployer la fibre en nous appuyant sur les compétences locales, mais bien entendu en capitalisant sur le savoir-faire de la filière et l'excellence du savoir-faire de la filière française. D'accord. Et elle est comment la filière ukrainienne? Elle est un peu éclatée. Ouais. Il y a un millier d'opérateurs. Il y a des difficultés pour les petites entreprises à préserver leurs salariés qui bien souvent sont mobilisés sur le front. Donc il y a une prime à la taille. Mais il reste encore des compétences et puis on a une capacité à transposer notre savoir-faire vers les salariés ukrainiens. Alors justement, je me posais la question, est-ce que le modèle français est exportable, transposable? C'est exactement celui que je vais exporter avec un modèle d'opérateur d'infrastructure d'une part, qui va ouvrir ses infrastructures à tous les opérateurs ukrainiens et un modèle d'opérateur commercial d'autre part pour stimuler l'intensité concurrentielle et développer les services localement. Vous avez été reçu par l'Élysée pour préparer le Conseil présidentiel au commerce extérieur. On en est où du développement de la filière française à l'international? Bien, la filière française exporte beaucoup. La filière française des infrastructures numériques, c'est 32 milliards à l'export. C'est quand même beaucoup, hein, ça n'est pas rien. Et je crois qu'au niveau de l'Élysée, on a bien conscience de cet enjeu-là. Et il y a un export concile, un peu comme aux États-Unis, qui est en train de se monter. Et c'est à ce titre que nous essayons de faire valoir notre savoir-faire et l'exportation de la filière. Mais vous en attendez quoi? On attend trois choses. D'abord, on attend que les outils financiers que la France met à disposition soient mieux agrégés, que nous puissions rivaliser davantage avec les puissances asiatiques et américaines. On attend que la lisibilité des aides françaises soit améliorée et on attend enfin qu'il y ait un effet d'entraînement, que les grands groupes entraînent les PME à l'export. On a vu aussi au niveau européen un projet enterré, voilà, celui d'un fair share où on devait engager peut-être, en tout cas c'était imaginé, les big tech dans le financement, la participation au financement d'infrastructures en Europe. Vous recevez comment cette nouvelle là? Alors je le regrette, je le déplore. Moi je suis un fervent supporter du fair share qui permet à l'économie des télécoms françaises quand même d'être mieux alimenté par ceux qui bénéficient de nos infrastructures, c'est-à-dire les grands acteurs du numérique, oui, les de GAFAM. services numériques, ouais. Et là, l'abandon du fair share sur l'autel des droits de douane est une très mauvaise nouvelle. Il ne faut pas laisser passer. Je trouve que, bon, sans commenter ce qui s'est passé sur les droits de douane, il ne faut pas laisser passer l'abandon du fair share. Il faut revenir. C'est une bonne mesure, il faut la Ah, soutenir. donc vous dites que ce n'est pas enterré? Je souhaite que ça ne le soit pas. Pour l'instant, ça l'est. Ok. Et sur les droits de douane, il y a un impact direct sur l'économie des infrastructures?
Alors oui, les opérateurs, du fait de se faire cher, sont quand même bien victimes de cela. Après, sur l'économie des télécoms elle-même, je serais plus nuancé. On importe beaucoup de produits américains, plus qu'on en exporte. Donc cette balance commerciale est déficitaire, mais je suis plus nuancé, mais j'insiste vraiment sur le faire cher. Ok, c'est cette parole que vous venez porter là sur la REF C'est exactement ça. auprès de qui? Auprès du gouvernement. J'ai vu quelques ministres et quelques grands chefs d'entreprise également pour défendre notamment cet Export Council et cet effet d'entraînement, la responsabilité qu'ont les grandes entreprises à emmener de leur sillage des PME, de la filière des infrastructures numériques. Et ça, j'y attache une grande importance, mais les autres éléments que j'ai évoqués également, c'est l'occasion de se retrouver pour cette phase de rentrée. Merci beaucoup Philippe Legrand. Merci Delphine. Julie Huguet est avec nous sur la REF. Bonjour Julie, merci beaucoup d'être dans Smart Tech. Vous êtes, je le rappelle, la directrice de la mission French Tech. Vous avez fait une annonce importante aujourd'hui sur la REF. Expliquez-nous ce qui se passe. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors effectivement, on a une grande nouvelle. On a le groupe BNP Paribas qui nous rejoint dans le cadre du programme Je choisis la French Tech et donc qui s'engage à dépenser, à adopter les solutions des startups françaises. Donc un grand groupe du CAC 40, de plus j'ai envie de dire, qui vraiment s'engage auprès de l'écosystème tech français. Comment on fait justement pour rapprocher ces startups des grands groupes ? Comment vous arrivez là à créer un petit peu de rencontres, de mixité sur cet événement? Alors effectivement, donc l'enjeu numéro 1 des startups et des entreprises d'une manière générale, c'est effectivement de se déployer, de faire du business, de vendre des solutions. Et donc on a tout un panel de startups innovantes parmi les meilleures françaises qu'on expose d'ailleurs donc sur ce salon de la REF pendant 2 jours et qui proposent des solutions qui sont adoptables, implémentables pour innover dans les entreprises. Et donc les CAC 40 comme les TPE, comme les PME et les ETI eh bien, viennent à la rencontre de ces entreprises pour une raison qui est qu'elles ont besoin d'innover, d'avoir des solutions au niveau des leaders internationaux et c'est ce qu'on propose. Donc par exemple, on va avoir Pigment qui peut remplacer la solution Excel dans les entreprises, on va avoir Mistral qui peut remplacer OpenAI ou encore Malt qui va remplacer Upwork. Et donc l'enjeu, c'est de rapprocher les grands comptes, les entreprises au travers du programme Je choisis la French Tech de ces solutions. Et donc ça passe par des mises en relation comme ici à la REF et par d'autres actions pour eh bien, mieux comprendre les deux mondes et les manières de faire du business. En plus, vous êtes super bien situé là, vous êtes en plein dans l'allée centrale, juste en face, on peut découvrir le stand avec ces super startups. Comment il se porte l'écosystème tech français là, en cette rentrée 2025? C'est une rentrée qui est très studieuse déjà ici à la REF, puisqu'on a 20 grands comptes qui se sont mobilisés et qui ont réalisé en 2 jours 80 rendez-vous avec nos startups françaises donc, qui sont sur le stand. Donc je pense que c'est une rentrée très studieuse qui est concentrée sur le business parce que dans des périodes comme on traverse, ce qui est important pour les entreprises, c'est se déployer, acquérir de nouveaux marchés et voilà ce qu'elles font, voilà ce que les entrepreneurs nous disent être leur priorité. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles en ce moment, parce qu'au sein de la REF, là, voilà, on s'inquiète beaucoup de la situation de l'instabilité politique, la situation économique. On a l'impression qu'en matière de numérique, d'innovation, c'est un peu le soleil dans cet événement, non? Alors c'est ce qu'on nous dit depuis 2 jours, effectivement, quand on passe sur le stand et que les entreprises, les personnalités politiques, les décideurs viennent à la rencontre de ces entrepreneurs. Et effectivement, ils nous disent tous, c'est rafraîchissant, on a des bonnes nouvelles, les levées de fonds continuent, même si évidemment elles sont ralenties, elles continuent malgré tout. Les entreprises signent et font de beaux partenariats avec les startups. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles, même si évidemment les entrepreneurs réclament une stabilité politique, puisqu'une stabilité politique amène une stabilité économique et c'est essentiel. Et il y a le sujet de la souveraineté aussi qui occupe beaucoup la souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on peut mener comme action au sein de la mission French Tech pour ça? Alors nous, c'est notre enjeu numéro 1 au travers du programme Je choisis la French Tech dont je parlais tout à l'heure. L'enjeu numéro 1, c'est vraiment d'accompagner ces startups pour qu'elles aient plus de business en France, mais aussi de business à l'international au travers des filières de groupes français par exemple. Et donc on les accompagne au travers de mises en relation. Plus de 12 000 mises en relation ont été faites depuis 1 an dans le cadre du programme. On les accompagne dans des rencontres qualitatives avec les grands comptes. On communique beaucoup sur les use cases, sur le fonctionnement et les solutions proposées par les startups pour que ça inspire aussi d'autres entreprises à découvrir ces solutions dont elles ont besoin. Je pense à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité. Ce sont leurs enjeux numéro 1 et donc voilà, on rapproche ces deux mondes pour que ce soit gagnant-gagnant.
Très concret. C'est une C'est très manière concret. d'aborder le sujet de la souveraineté numérique de manière la plus concrète et sans doute la plus efficace, hein, de permettre d'ouvrir les carnets de commandes. Merci Exactement. beaucoup, Julie Huguet, merci. Je vous en prie, merci. On croise des pépites françaises ici sur la REF. Benjamin Rikolewski, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur général d'OVH Cloud. Vous allez fêter pratiquement vos 1 an finalement à la tête de cette pépite nationale. Quelle stratégie vous avez eu envie d'impulser ? Alors effectivement, 1 an, ça passe très vite. Ah oui. On est sur un secteur qui bouge tout le temps et il faut beaucoup d'énergie pour arriver à mobiliser en fait, parce qu'on a une responsabilité forte. On est aujourd'hui le champion européen du cloud. Oui. On franchit le cap d'1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui est une fierté pour les Entreprises collaborateurs, entreprises cotées. Et il y a ce thème de la souveraineté qui est à l'agenda maintenant des COMEX, des dirigeants, encore plus fort depuis 6 mois. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle et nous, ça fait 20 ans qu'on y croit. Et là, l'histoire nous donne raison. Donc, ça nous porte depuis 1 an. D'accord, mais alors comment on s'y prend? Quelle stratégie on met en place quand, ok, tout le monde parle de souveraineté numérique, mais le passage à l'action n'est pas si évident. Tout le monde s'est pas retourné vers OVH Cloud en se disant « Ah bah tiens, on a un super hébergeur français ». Comment est-ce qu'on fait face aux hyperscalers, même encore aujourd'hui? C'est pas forcément si simple. Vous savez, d'abord, il faut fournir des solutions performantes. Ce que les gens veulent d'abord, c'est est-ce que vous avez les bonnes solutions? Est-ce qu'elles sont performantes? Est-ce qu'elles me permettent d'avoir des services qui tournent tout le temps? Est-ce que mes données sont protégées? Donc c'est ça qu'on a développé activement toutes ces années. Et on continue à sortir des offres majeures tous les mois en fait chez OVH, justement pour répondre à ce premier besoin. Mais le deuxième, c'est les gens ont besoin de protection. Ils veulent que leurs données soient protégées. Donc c'est cette fameuse souveraineté. Ils veulent d'abord une souveraineté des données. Ils veulent qu'elles soient protégées contre les risques cyber. Ils veulent qu'elles soient protégées contre toutes les ingérences, ces fameuses lois étrangères extra-européennes. Et ça, c'est nouveau ce risque, parce que c'est un peu cette perception. Vous savez, le cloud, c'est un peu comme un robinet d'eau. Et en fait, et si on coupait? Et si des acteurs coupaient? Les gens parlent de shutdown. Et si on me coupait mon service, mais comment je pourrais encore fonctionner? Donc c'est ça le premier axe qui aujourd'hui et qui est nouveau. Donc là, on profite de ça. On explique, on fait beaucoup de pédagogie parce que les gens nous disent mais c'est quoi mon enjeu à moi de souveraineté? Est-ce que localiser mes données en France ou en Allemagne ça suffit? On dit non, ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut protéger vos données cyber, protéger contre les lois extraterritoriales. Il faut aussi une souveraineté technologique. Il faut aussi qui a la maîtrise, c'est quoi votre dépendance techno? Et nous, on a la chance chez OVH de fabriquer nos serveurs informatiques, d'avoir nos data centers qu'on opère avec nos équipes. Et donc tout ça, c'est les garanties qu'aujourd'hui nos clients, quand ils sont chez nous, ils ont ce qu'il leur faut. Ou en tout cas se faire une place aux côtés des hyperscalers, ce sujet de la souveraineté? Ou il faut aussi essayer de se positionner un peu différemment, même en matière d'offres technologiques? Vous savez, il y a 10 acteurs dans le cloud au niveau mondial. Il y a un seul Européen aujourd'hui dans le top 10 mondial et c'est OVH Cloud. Donc déjà, on est là, on a grandi, on a doublé de taille en 5 ans. Pour se différencier, d'abord il faut avoir les solutions. Le must, il faut avoir des solutions performantes et qui répondent. C'est pour ça qu'on adresse, et je suis content d'être à la REF parce que j'ai vu, là, c'est depuis hier, j'ai eu des dizaines d'entretiens. Plus d'une dizaine d'entretiens avec des dirigeants de groupes du CAC 40, avec des fédérations, avec des politiques. Et je vois qu'il y a ce besoin, qu'il est haut à l'agenda. Ouais. Ils y sont sensibles. Et maintenant, la question, c'est de passer à l'action, en fait. C'est de faire l'effort de... Et je vois que les gens bougent. Et nous, on accompagne ce mouvement. Et vous pensez qu'on peut renverser la tendance dans le cloud en Europe quand on voit la part de marché aujourd'hui des Américains? Mais pour nous, c'est évident. La guerre, elle n'est pas perdue. Okay. On n'entend pas toujours ce discours-là. Ici, on est en langage. Je pense, je rebondis, il faut monter au filet, là. Ouais. Nous, on monte au filet. Il faut que les dirigeants montent au filet, qui montrent l'exemple, qui passent, effectivement, ça veut dire faire l'effort d'utiliser les technologies des champions européens. Ça veut dire les dirigeants, ça veut dire les équipes opérationnelles aussi, parce qu'il faut les convaincre, elles ont l'habitude de travailler certaines technos. On fait cet effort nous aussi de former les équipes aux technologies OVH Cloud parce que il faut que les gens aient envie, soient confortables pour les utiliser. Et alors là, vous dites, vous avez eu beaucoup de rendez-vous Oui. business. Ok, on a des grandes entreprises qui sont présentes ici. Il y a aussi des politiques, il y a Oui. aussi des élus. Vous échangez avec eux, vous attendez des choses importantes pour la suite? Bien sûr, parce que Qu'est-ce que vous attendez d'eux finalement? derrière les politiques, il y a plusieurs choses. Il y a déjà eu tellement de réglementations, voilà, tellement d'intentions. La stratégie cloud de confiance, ça suffit pas? Qu'est-ce que vous attendez d'autre? La première chose, c'est qu'il y a la commande publique. D'accord. Donc un entrepreneur, il Ouais, préfère ça, vous toujours l'attendez de la toujours subvention. On l'attend, on la pousse.
Alors, la LIE, on est aujourd'hui le plus gros fournisseur au niveau de l'UGAP, donc en France, sur les marchés UGAP de l'État, donc sur le cloud. Donc, mais ce qui est important, c'est que ça aille encore plus loin, en fait, sur la commande publique, en France, en Europe. Donc, et nos politiques ont aussi un rôle au niveau européen pour faire bouger les choses, pour que cette commande, elle aille vers les champions européens. Ce n'est pas une commande pour aller aider des entreprises fragiles. On est une entreprise forte aujourd'hui, on est le plus gros européen, on pèse 1 milliard. Mais par contre, c'est qu'aujourd'hui, pour accélérer notre développement, il y a besoin que cette commande soit dirigée encore plus vers les champions européens. Et puis après, il y a la régulation. Donc il y a des régulations qui sont utiles pour favoriser, pour que cette commande publique soit plus, qu'il y ait des critères qui favorisent justement l'hébergement de données qui protègent contre les lois extra-européennes. Donc il y a des actions, il y a des lois qui arrivent aujourd'hui autour du cloud, autour de la cyber, qui permettent de favoriser cela. On a eu une audition assez récemment, on va dire, de Stéphanie Combe sur le Health Data Hub devant les sénateurs, qui a justement parlé de l'UGAP, qui aurait mis visiblement en avant uniquement les solutions de Microsoft pour l'hébergement du Health Data Hub. Est-ce qu'on a un problème à ce niveau-là, justement sur les critères aujourd'hui, que l'État s'impose ou non pour choisir ses fournisseurs ? L'État a créé une doctrine de cloud au centre en France, donc pousse effectivement les administrations à aller dans cette direction. Après, on voit qu'il y a des difficultés pour y aller. Je pense que c'est aussi des changements de mentalité. Donc, et le premier driver, c'est est-ce que les solutions existent en fait Est-ce qu'il y a des solutions performantes vers lesquelles je peux aller? Ce qu'on entend dans l'audition de Stéphanie Combe, c'est qu'elles n'existaient pas, les solutions. Alors, est-ce qu'elles existent aujourd'hui? Moi, je vais parler d'aujourd'hui. Je vais parler d'aujourd'hui. On a beaucoup existent. développé et les solutions aujourd'hui, elles existent. Elles existent pour répondre aux besoins. Et on a des acteurs publics, français, allemands. Et sur la plateforme des données de santé, vous attendez un appel d'offres? Vous avez des informations? Vous pensez que ça va bouger? Il y a un appel d'offres qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, voilà, on rentre dans une nouvelle démarche. On est dedans. Et il y a après, il y a différents volets. Je pense que c'est une dynamique qui a cours. Mais c'est bien que ça aille dans cette direction. Vous savez, c'est chacun d'entre nous qui peut avoir une action. Il ne faut pas se réfugier derrière des politiques, des régulations. En fait, c'est chacun d'entre nous, parce que chacun a un rôle. Quand on est dirigeant d'entreprise, quand on est acheteur, quand on est influenceur, en fait, on a un rôle pour dire mais c'est le moment de passer à l'action. Voilà, je disais, on sort du fond de cours et on monte au filet. Très bien, merci beaucoup Benjamin Rekolewski. J'espère que je le prononce correctement. Parfaitement, merci d'avoir été à vous. avec nous dans Smart Tech. Doris Birkhofer, très heureuse de vous recevoir ici à Roland-Garros. Vous êtes la présidente de la filiale française du conglomérat technologique allemand Siemens. Il y a des technologies Siemens ici à Roland-Garros? Absolument, bonjour, ravi de vous rencontrer. En fait, on fait l'automatisme du toit automatique qui se trouve sur le cours central et on fait le suivi de la consommation énergétique. Donc, on est actif dans les domaines de l'industrie, des automatismes, mais aussi dans tous les sujets autour de l'efficacité énergétique, du bâtiment, des infrastructures. Et pas seulement à Roland-Garros, mais un peu partout en France. Là, c'est parce qu'on y est. Voilà, exactement. Et ça depuis 175 ans. Alors, quel regard vous portez sur l'industrie et son adoption des technologies ici en France, mais même plus largement en Europe? Alors, en fait, on parle beaucoup de retard. Absolument. Bon, la compétitivité de l'industrie, c'est le sujet clé qui nous occupe actuellement. Et pour cela, les technologies, l'innovation sont absolument cruciales. Et aujourd'hui, Siemens, comme je l'ai dit, est en France depuis 75 ans. On a accompagné toutes les révolutions industrielles depuis l'électrification. Et maintenant, on est entre la 4e et la 5e révolution industrielle. La 4e, c'est l'industrie du futur, l'usine digitale, automatisée. C'est ça qu'on appelle l'industrie 4.0. Voilà. Et maintenant, on va plus loin grâce, entre autres, à l'intelligence artificielle et tous les nouveaux outils comme les jumeaux numériques, les simulations. Et c'est là où Siemens accompagne nos clients. Une usine sur deux est équipée avec nos technologies et nous pensons qu'adopter ces technologies va être crucial pour garantir la compétitivité de notre industrie française et européenne. Alors, vous avez cité les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle. Pour vous, ce sont les deux technologies vraiment déterminantes dans cette transformation. Il y a la 5G peut-être aussi, j'imagine. Oui, la 5G, les simulations, les jumeaux numériques, et l'IA. Et tout ça, ça joue ensemble. Pourquoi vous pensez que c'est déterminant pour cette révolution industrielle? Parce que il y a plusieurs raisons. Ça va nous permettre de dégager des productivités énormes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pour programmer un panneau simple de machine, un ingénieur, il lui faut 1 heure. Avec l'IA industrielle, et nous avons des solutions pour ça. Vous pouvez le faire en quelques secondes.
Ok. Deuxième raison, c'est vraiment une pénurie de ressources, de compétences. On pense que voilà, ça va détruire des emplois, peut-être certains, mais de l'autre côté, il nous manque de personnel qualifié. Et l'IA va vraiment accompagner l'humain dans cette transition technologique et va permettre à des opérateurs de machines, par exemple, maintenant à interagir de façon beaucoup plus facile avec la machine pour réparer des pannes, pour les éviter. Donc tout ça va contribuer à la compétitivité. Et on est qu'au début de la découverte des cas d'usage. Et les jumeaux numériques? Les jumeaux numériques sont très importants, par exemple pour la Parce que conception. c'est un investissement très important aussi. C'est un investissement concevoir important. un jumeau numérique dans une Ah, usine. Voilà, vous le faites pour vos produits, pour vos lignes de production ou pour l'usine entière. Ouais. Mais si vous faites ça, vous pouvez accélérer énormément le temps de développement. On peut optimiser, par exemple, l'utilisation de matériaux, ce qui est très important pour le développement durable. On peut éviter des fautes. Donc, nous pensons que tous ces outils vont être un levier important de compétitivité. Et Siemens est le leader dans le domaine de l'industrie, du logiciel industriel, parce qu'on offre tous ces composantes à nos clients. Et alors, comment on le prend ce virage? Puisqu'on constate que tout le monde connaît ces technologies, je pense aujourd'hui, on en parle suffisamment. Pourtant, on a du mal à les adopter. Est-ce que c'est un problème d'investissement, un problème de cas d'usage qu'on a du mal à trouver? Moi, je me souviens, quand on parlait de la mission 5G, on disait il faut montrer à quoi ça sert. Est-ce qu'on en est encore là? Quels sont les freins? Ouais, alors, Ouais. il y a plusieurs enjeux. En fait, les grands groupes, ils ont les moyens financiers, mais aussi de personnel pour adopter. Et déjà là, on est encore au début. Mais je pense qu'il est primordial, c'est d'accompagner les PME, les outils, qui sont la colonne vertébrale de notre industrie. Et eux, on parlait de l'industrie du futur 4.0, beaucoup d'entre elles n'y sont même pas encore. Donc, il faut vraiment adopter ces nouvelles technologies, leur permettre de mettre en place des petits bouts et vraiment quelque chose qui est facile à implémenter sans avoir besoin d'énormément de consultants ou d'experts pour le faire. Et nous, on essaie de leur offrir ces packages facilement implémentables afin qu'ils... Voilà. Facilement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de changer les machines, on n'est pas obligé de changer les process? Ça dépend des cas d'usage. On a par exemple un outil qui s'appelle Inspecto qui va permettre maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, de faire du contrôle qualité automatisé. Dans le passé, ce n'était pas possible de le faire. Il fallait des personnes pour le faire. Maintenant, l'IA peut vous aider à le faire. Et ça ne vous oblige pas d'échanger toutes les machines dans votre entreprise. Donc, identifier des petites briques, les implémenter au fur et à mesure et comme ça, contribuer à la compétitivité. Est-ce que c'est compatible avec l'objectif aussi d'une industrie plus durable, plus responsable sur son impact environnemental? Moi, je pense que oui, parce que comme je l'ai dit, l'IA ou les outils de simulation vont permettre d'optimiser la consommation énergétique, optimiser l'utilisation des matériaux. Après, bien évidemment, le digital, l'IA consomme aussi beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, il y avait énormément de progrès qui ont été faits pour optimiser la consommation énergétique des data centers. Nous, on travaille aussi sur ces sujets, par exemple. Et après, c'est toujours un bilan, en fait. Il faut qu'on s'assure que le bilan soit positif. Et puis, il y a ce sujet aussi de la souveraineté dont on parle beaucoup ici à la REF. C'est un grand sujet important aussi pour l'industrie, ça. La souveraineté, elle est importante, mais je dirais qu'il nous faut une souveraineté ou une indépendance choisie. Parce qu'on ne peut pas, c'est un rêve de dire on veut tout d'un coup être souverain. Déjà, on n'a pas actuellement toutes les technologies, les masses critiques disponibles pour switcher 100% européen ou français. Et je pense qu'il faut plutôt choisir dans quel domaine on veut avoir cette souveraineté pour protéger des données critiques dans des marchés très sensibles comme la défense, la santé et dans d'autres domaines. On peut se permettre d'être plus libéral, mais il faut quand même qu'il y ait des règles et que tout le monde respecte ces règles. Et ça, c'est l'enjeu que nous avons actuellement. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez Bismart sur la REF avec Diosiassi, leader européen du conseil et du courtage d'assurance dédié aux entreprises.